Ok, donc bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre conférence CREGM aujourd'hui. La présentation d'aujourd'hui sera enregistrée et sera disponible en ligne. Il est sur la chaîne YouTube du CREGM et les liens sont dans le chat, donc un instant je vais les mettre encore une fois. Donc les liens sont dans le chat. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour nous de recevoir la professeure Nancy Press. La professeure Press est chercheuse au CIAR-UGM, au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Elle est aussi chercheuse au Centre de recherche de l'Université de Sherbrooke. Et elle est diététiste et nutritionniste, membre de l'Ordre professionnel des diététistes du Québec. Dr Press a obtenu son doctorat en nutrition, spécifiquement en épidémiologie nutritionnelle, à l'Université de Montréal en 2012 et ensuite elle a poursuivi des études postdoctorales en pharmacoépidémiologie à la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal de 2013 à 2016. La Dr Press, elle s'intéresse à la nutrition clinique appliquée aux populations adultes à risque nutritionnel et plus particulièrement chez les personnes âgées hospitalisées et résidentes de centres d'hébergement. Spécifiquement, elle s'intéresse aux déterminants des déficiences nutritionnistes et aux interventions pouvant permettre de prévenir et de traiter ces déficiences. Ses travaux récents portent sur la déficience de vitamine B12 et la malnutrition chez les personnes âgées, de même que sur les interactions médication-nutrition. Aujourd'hui, la professeure Press parlera de la déficience en vitamine B12 chez les personnes aînées. Donc, Dr Press, merci beaucoup et la parole est à vous. Merci Alex pour la présentation et pour l'invitation à venir présenter les travaux de mon laboratoire devant en fait, cet auditoire qui semble nombreux. Là, on m'a parlé de plus de 100 personnes qui étaient déjà branchées, donc je suis contente de voir que la déficience en vitamine B12 a de l'air à susciter beaucoup d'intérêt. Donc, je m'intéresse, moi, à la déficience en vitamine B12 depuis vraiment longtemps. En fait, ça date de mes années où j'étais clinicienne à l'unité de courte durée gériatrique de l'IUGM, justement, donc il y a 15-16 ans dans ces eaux-là. C'est un sujet qui avait capté mon attention parce que plusieurs des patients que je voyais en clinique étaient atteints d'une déficience en vitamine B12. Puis en fait, je les trouvais très nombreux et je me questionnais vraiment sur ce qu'il y avait derrière ça et si on pouvait y faire quelque chose, dans le fond, pour prévenir ou contribuer à prévenir des problématiques liées à la déficience en vitamine B12. Quand je suis devenue chercheure en 2016, j'avais envie de travailler sur ce sujet-là, mais j'avais de la difficulté, en fait, à trouver l'angle dans lequel j'allais me nicher en tant que jeune chercheur pour développer vraiment des travaux de recherche en lien avec la déficience en vitamine B12, puis ne pas répéter, en fait, ce qui se faisait déjà dans la littérature scientifique. Et en fait, ce que je vais vous parler ce midi, c'est un peu à la fois mon cheminement comme jeune chercheur. Donc, s'il y a des jeunes chercheurs d'entre vous, vous allez voir peut-être la façon qu'on peut arriver finalement à saisir des opportunités puis donner un angle à notre programmation de recherche qui est peut-être inattendue au départ, mais qui peut être super originale et innovante. Donc, c'est un peu de ça que je vais vous parler ce midi. Donc, juste pour commencer par le commencement, donc juste pour que tout le monde s'entende bien sur ce que c'est que la vitamine B12. Donc, c'est une vitamine qu'on retrouve dans les aliments d'origine animale, donc les viandes, volaille, poissons, les produits laitiers, les œufs. Au Canada, il y a aussi certains aliments qu'on dit enrichis en vitamine B12, c'est-à-dire qu'on rajoute de la vitamine B12 à l'aliment, ce n'est pas de la vitamine B12 naturelle. Donc, ces aliments enrichis sont assez restreints au Canada. Ça se limite aux boissons végétales comme les boissons de soya et aussi dans les produits de simili-viande. Si vous achetez un pepperoni, un faux pepperoni à base de protéines végétales, il a été enrichi en vitamine B12. On retrouve aussi de la vitamine B12 en vente libre dans les pharmacies, même certaines épiceries. Donc, ça peut être des suppléments de vitamine B12 seuls, comme vous voyez là, mais on peut les voir. On retrouve de la vitamine B12 dans la plupart des multivitamines, de même que dans les complexes B, plusieurs des complexes B.
Santé Canada recommande, en fait, aux personnes aînées, donc là, on dit 50 ans et plus pour la recommandation de Santé Canada, de consommer 2,4 microgrammes par jour de vitamine B12. C'est une quantité quand même assez facile à obtenir. Donc, par exemple, une grosse boulette de bœuf haché de hamburger peut contenir entre 2 et 3 microgrammes de vitamine B12. Un verre de lait de 8 onces, on parle d'entre 1,3 et 1,4 microgrammes de vitamine B12. Donc, c'est assez facile d'atteindre cette recommandation-là avec des aliments d'une alimentation omnivore, donc en excluant l'alimentation végétarienne ou végétalienne. Santé Canada apporte une nuance, c'est qu'il suggère aux personnes plus âgées de prendre ce 2,4 microgrammes-là majoritairement via des aliments archis ou des suppléments. La raison qui sous-tend en fait cette recommandation-là ou cette nuance-là, c'est le fait qu'en vieillissant, on devient de moins en moins efficace à absorber la vitamine B12 d'origine alimentaire, donc qui est liée à une protéine dans l'aliment, alors que la vitamine B12 plus sous forme libre, qu'on retrouve dans les aliments archis et suppléments, est plus facilement assimilable par l'organisme. Donc, c'est un peu d'où vient cette recommandation. La déficience en vitamine B12 est particulièrement fréquente chez les personnes âgées, comme je l'avais observé aussi quand j'étais clinicienne. En fait, dans la population générale au Canada, aux États-Unis, on parle que 5 à 15 des personnes âgées auraient à un certain degré une déficience en vitamine B12, ce qui est quand même assez élevé là, comme chiffre. Lorsqu'on s'adresse à des sous-groupes plus spécifiques, notamment les personnes âgées hospitalisées, comme ce que je voyais à l'unité de courte durée gériatrique, on est plus de l'ordre de 30-40 voire 42 là, qui sont les chiffres les plus élevés. En 2014-2015, quand j'étais au postdoc, j'avais fait une étude à l'UCDG où je travaillais. On avait révisé environ 200 dossiers médicaux et on avait établi que 41 de nos patients à l'UGM, à l'UCDG de l'UGM, quittaient l'hôpital à la fin de leur hospitalisation. Quand il y avait leur congé, 41 d'entre eux avaient une déficience en vitamine B12 comme diagnostic à leur dossier. Donc, c'est des résultats qu'on a publiés en 2016 dans le Journal of Nutrition, Health and Aging. Donc, bref, c'est très prévalent. Qu'est-ce qui cause autant de cas de déficience en vitamine B12? En fait, la déficience peut venir de différentes causes, mais celle qui est la plus suspectée chez les personnes âgées, c'est la problématique de malabsorption, comme je vous disais un petit peu plus tôt. Donc, en fait, l'absorption n'est pas entièrement abolie, elle est juste moins efficace, donc, mais jusqu'à quel degré, ce n'est pas très clair dans la littérature. Puis, on parle de malabsorption surtout de la vitamine B12 d'origine alimentaire. Donc, la B12 alimentaire est liée à une protéine. Donc, cette protéine-là nécessite de l'acidité gastrique à la première étape pour vraiment dissocier la B12 de la protéine. Et bien, en vieillissant, on est souvent moins efficace à produire de l'acide gastrique, donc où on prend des médicaments pour diminuer cette acidité gastrique-là, de telle sorte qu'on diminue notre efficacité à absorber la vitamine B12. C'est ce qui expliquerait, là, disons, dans la population générale, ça serait l'explication la plus probable ou celle qui est la plus souvent évoquée dans la littérature. Quand on est chez les personnes âgées plus fragiles, comme ceux que je voyais à l'hôpital, il y a une composante d'apport insuffisant souvent. Donc, ce qu'on voit chez les personnes âgées avec multimorbides, polymédicamentées, on va voir souvent qu'ils ont tendance à délaisser les viandes, volailles, poissons, les produits laitiers, réduisant d'une part leur apport de protéines, mais également l'apport en vitamine B12. Donc, on voit une composante d'apport insuffisant qui probablement se surajoute à la composante de malabsorption. Donc, est-ce que c'est grave une déficience? Est-ce que ça cause des problèmes, des symptômes qui peuvent être graves? En fait, la déficience en vitamine B12 peut causer une variété de symptômes. C'est ce qui la rend très difficile à diagnostiquer seulement sur la base de la présentation clinique. Donc, on a des symptômes de nature hématologique, de nature digestive et de nature neurologique. Les désordres hématologiques, ça inclut notamment l'anémie, qu'on dit de type macrocytaire, c'est-à-dire c'est des gros globules rouges qui vont circuler, qui contiennent quand même de l'hémoglobine, mais qui sont très gros. Donc, on va avoir cette particularité-là d'anémie macrocytaire. Dans les cas très sévères, ça peut aller jusqu'à une déplétion carrément des 3 lignées cellulaires, donc un manque de plaquettes, un manque de globules blancs et un manque de globules rouges quand la déficience est sévère.
On peut voir aussi des troubles digestifs qui vont être plus de l'ordre des selles molles, voire des diarrhées dans les cas plus importants, mais notamment une perte des papilles gustatives. Donc, on voit une langue qui devient un peu plus lisse, un peu plus rouge aussi. Fait que la personne va perdre la perception des saveurs de base de l'alimentation, ce qui affecte beaucoup la qualité de vie. Au niveau des troubles neurologiques, je les mets en rouge parce que c'est l'aspect qui m'intéresse un peu plus comme chercheur. Les troubles neurologiques ont plusieurs particularités. Donc, d'une part, ils peuvent être de nature périphérique ou toucher le système nerveux central. Donc, au niveau périphérique, c'est en fait, ça origine d'une dégénérescence là, de la gaine de myéline, de la moelle épinière, de telle sorte qu'on voit les gens, au début de la déficience, là, vont sentir des fourmillements, des picotements dans les doigts, dans les pieds, éventuellement perdre la sensibilité, le sens de la proprioception, avoir des problèmes d'équilibre. Et dans les cas plus sévères, ça va amener des troubles de la marche, voire même des paralysies. Là, il y a des cas de tétraplégie qui sont documentés, qui sont dus à une déficience en vitamine B12. Au niveau du système nerveux central, ça va causer des troubles de mémoire qui peuvent s'aggraver jusqu'à aller à une démence. Et on va voir aussi des changements de comportement chez les gens qui sont atteints d'une déficience en vitamine B12. La particularité des troubles neurologiques par rapport aux troubles digestifs et hématologiques, c'est qu'ils peuvent être irréversibles. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a diagnostiqué la déficience chez un patient, on commence un traitement par supplément, une supplémentation en vitamine B12. Il y a différentes modalités possibles, mais ce n'est pas le but là, aujourd'hui d'en discuter. C'est qu'on va corriger là, entièrement les symptômes digestifs, les désordres hématologiques au bout de quelques semaines, quelques mois. Mais par rapport aux troubles neurologiques, la particularité, c'est que plus ils ont persisté dans le temps, moins ils deviennent réversibles. Donc, en fait, on pense que dans les statistiques, ce qu'ils nous montrent, c'est qu'en fait, un cas sur deux, on arrive à corriger les troubles neurologiques à peu près entièrement. Mais il y a un cas sur deux où on va le corriger partiellement, voire presque pas. Donc, il y a à peu près un cas sur 20 que l'amélioration est vraiment très faible. Donc, dans le fond, c'est quand la déficience a persisté dans le temps, ce qui fait suggérer qu'on aurait tout avantage à la diagnostiquer ou à la dépister à un stade précoce pour intervenir rapidement et éviter que les problèmes neurologiques dégénèrent. Donc, c'est sûr que si on parle de la sensibilité aux pieds et que ça augmente notre risque de chute comme personne aînée, ça peut affecter beaucoup notre qualité de vie et notre trajectoire de vieillissement en vieillissant. Donc, ça reste important. Et c'est ce qui fait aussi que plusieurs chercheurs, auteurs, cliniciens, gériatres ont suggéré dans différents écrits scientifiques d'instaurer un programme de dépistage de la déficience en vitamine B12 chez les aînés. Mais la question, c'est comment on va y arriver. Et moi, quand je lisais cette littérature-là comme jeune chercheur, en fait, j'avais deux questions qui me surlupinaient et que j'avais envie de traiter. C'est est-ce que c'est vraiment pertinent, voire faisable, voire rentable, d'envisager un dépistage de la déficience en vitamine B12 dans la population âgée générale ou peut-être dans certains sous-groupes à risque, comme les personnes âgées hospitalisées dont je vous parlais tantôt, on pourrait penser à ceux du soutien à domicile notamment. La deuxième question qui me travaillait, puis que ce n'est pas le but aujourd'hui, mais je vais peut-être en glisser un petit mot à la fin, c'est est-ce que les recommandations nutritionnelles actuelles, dont je vous ai parlé un peu plus tôt, sont adéquates pour la prévention de la déficience en vitamine B12 chez les aînés? Donc, c'est des recommandations qui ont été vraiment remises en question à plusieurs reprises dans la littérature à différents égards. Puis, il y avait cette question-là aussi qui me travaillait. Ma programmation de recherche actuellement couvre les deux points, donc je travaille sur les deux aspects. Mais aujourd'hui, on va focuser d'abord sur le premier. Donc, qu'est-ce que le dépistage? Puis dans le fond, quand on veut dépister une condition, peu importe ce que c'est cette condition-là, il y a certaines conditions à lesquelles il faut répondre avant d'envisager un dépistage. Il y a des conditions relatives à la maladie et des conditions relatives aux tests de dépistage en tant que tel. Les conditions relatives à la maladie, c'est qu'il faut que la maladie ait des conséquences sérieuses. Si la maladie n'a pas des conséquences vraiment importantes, bien, il ne vaut pas la peine de la dépister. Il faut que la prévalence soit élevée dans la population qu'on vise. Donc, que ce soit la population aînée générale ou la population aînée fragile ou hospitalisée ou soins à domicile. Donc, il faut vraiment cibler la population et faire la démonstration que la prévalence est élevée. Il
faut aussi avoir un traitement efficace à offrir. Si on dépiste une maladie et qu'on n'a rien à offrir comme traitement, c'est beaucoup moins intéressant, là. Donc, faut avoir un traitement qui est efficace, qui fonctionne bien et qui est sécuritaire. Donc, pour la vitamine B12, je vous dirais que dans la littérature scientifique, il y a quand même un consensus que ces conditions-là sont pas mal remplies. C'est-à-dire que l'irréversibilité des troubles neurologiques et le risque que ça affecte la qualité de vie, la mobilité éventuellement des aînés, les troubles de mémoire aussi, donc sont considérés quand même des conséquences sérieuses. La prévalence est élevée, je vous ai montré les données, puis on a un traitement efficace qui est éprouvé, qui est même disponible en vente libre, qui est la supplémentation de vitamine B12. Donc, pour ça, il n'y a pas vraiment de problématique. Là où ça se gâte un peu et où le bas blesse, c'est par rapport aux conditions relatives aux tests de dépistage. Donc, quand on fait un dépistage, il faut tester, il faut trouver faut passer soit un questionnaire, soit une prise de sang, soit c'est une radiographie si on pense au dépistage du cancer du sein, par exemple. Donc, le test de dépistage, la façon qu'on décide de le dépister, doit être performant, c'est-à-dire doit avoir peu de faux positifs, peu de faux négatifs, doit être sécuritaire, on ne veut pas mettre la personne à risque pour un dépistage, doit être abordable parce que quand on fait du dépistage, ça veut dire qu'on fait de la masse, on fait du volume, donc il nous faut quelque chose qui ne coûte pas trop cher et qui soit accessible à tout le monde. Donc, il ne faut pas que ça soit juste un centre hospitalier qui l'offre, mais il faut que ça soit disponible partout. Donc, en gros, c'est les conditions et c'est là où il y a un problème. Et là, je vous explique. Tantôt, je vous parlais que les signes et symptômes de la déficience en vitamine B12 sont très nombreux, sont variables, mais aussi vont se présenter de façon différente d'une personne à l'autre, de telle sorte qu'un clinicien ne peut pas établir un diagnostic de déficience en vitamine B12 juste en regardant le profil de signes et symptômes d'un patient. Il peut la suspecter, mais il ne peut pas établir un diagnostic avec certitude. Donc, le clinicien va se rabattre sur des prises de sang. Il va mesurer certains marqueurs dans le sang pour déterminer si la personne pourrait avoir une déficience en B12 ou pas. Et c'est là où il y a des particularités importantes. C'est-à-dire que le biomarqueur qui est le plus utilisé en clinique, c'est la vitamine B12 totale. Donc, on mesure la quantité totale de vitamine B12 qui circule dans le sang. Les avantages de ça, c'est que ça ne coûte pas cher, moins de 5 $ par dosage. Et c'est disponible partout, peu importe où vous êtes, dans un GMF, dans un CLSC, dans un hôpital, tout le monde a accès à ce dosage. L'inconvénient de ça, c'est qu'il n'est pas performant. Donc, ce que je m'explique, c'est qu'on n'a encore pas de consensus par rapport à partir de quelle valeur de vitamine B12 totale on décide que sous cette valeur-là, le patient est déficient, puis au-dessus, le patient ne l'est pas déficient. Il n'y a pas vraiment de valeur claire. Donc, dans la littérature, on propose 148 picomoles par litre, on propose 221, on propose 258, même voire 350. Donc, c'est sûr que la prévalence de la déficience va beaucoup changer selon où on va placer le seuil qui permet de dire, bien là, vous avez une déficience en vitamine B12 ou vous n'en avez pas. Et la raison pour laquelle c'est si difficile de le fixer, c'est que quand on mesure la B12 circulante, on mesure à la fois la forme active et non active. La forme active, c'est la forme qui est disponible aux cellules pour faire son travail. La forme active, non active, pardon, elle n'est pas disponible aux cellules, ne sert comme strictement à rien. Donc, et c'est elle qui domine dans le sang. Il y a plus de formes inactives que de formes actives. Résultat, c'est très difficile de fixer le seuil en question. Donc, oui, c'est abordable, oui, c'est accessible. Donc, on répond à ces deux critères-là, mais on n'a pas un test qui est performant. Il faut absolument utiliser cette valeur-là avec un tableau de présentation clinique, ce qu'on ne fait pas normalement dans un cadre de dépistage. Le test le plus performant au niveau sanguin, c'est l'acide méthylmalonique. Donc, c'est un grand mot là, pour dire, en fait, l'acide méthylmalonique, c'est un métabolite qui s'accumule dans le sang quand l'organisme manque de B12. Donc, c'est ce qu'on appelle un marqueur fonctionnel. C'est vraiment le fun, ce genre de marqueur-là, parce que peu importe la quantité qui circule, ce que ce marqueur-là nous dit, c'est est-ce que l'organisme, la personne que j'ai devant moi, son organisme manque de B12 ou pas pour assurer les fonctions. Donc, l'acide méthylmalonique va augmenter dans le sang au fur et à mesure que l'organisme en manque. Et donc, plus c'est élevé, plus la déficience sera sévère. Et c'est très spécifique à la déficience en vitamine B12. Donc, il n'y a aucune autre déficience en vitamine là, qui peut affecter ce métabolite. Il y a quand même des inconvénients aussi.
La première, c'est qu'il est un peu influencé par la fonction rénale, c'est-à-dire que si la personne a une insuffisance rénale, même légère, l'acide méthylmalonique dans le sang a tendance à augmenter un petit peu. Donc, ça pourrait rendre plus difficile l'identification des stades légers, qui est le stade où c'est intéressant d'aller, probablement c'est le stade où c'est intéressant d'aller détecter, d'aller dépister pour intervenir précocement. L'autre problème, c'est qu'il y a très peu de milieux cliniques où on peut faire l'acide méthylmalonique, donc ce n'est pas disponible dans les milieux cliniques. Et l'autre point, c'est que ça coûte très cher parce que le dosage de l'acide méthylmalonique se fait par une technique GCMS. Ce n'est pas mon expertise, ce n'est pas ma spécialité, mais qui demande beaucoup de ressources humaines. Donc, c'est long et c'est cher. Donc, ce n'est pas intéressant ni en termes d'accessibilité, ni en termes de rentabilité éventuellement dans un programme de nutrition, de dépistage qu'on voudrait faire. Donc, on a comme un biomarqueur qui est abordable, accessible, mais pas performant, un biomarqueur qui est performant, mais qui n'est pas abordable ni accessible. Donc, j'étais un peu dans un cul-de-sac quand je voulais imaginer si on pouvait vraiment faire un programme de dépistage. Et c'est là où j'ai fait une rencontre déterminante avec Dr. Christiane Aureblay, qui est chercheur biochimiste ici à Sherbrooke, donc au centre universitaire de Sherbrooke. Et Christiane, en fait, elle est une spécialiste des techniques de spectrophotométrie de masse. Et entre autres, Christiane me dit, mais plutôt que on jasait dans un événement quelconque, puis Christiane me dit, est-ce que tu as pensé d'utiliser l'urine plutôt que le sang? Et de doser, en fait, l'acide méthylmalonique dans l'urine plutôt que dans le sang. Donc, j'ai fait, OK, je suis retournée à ma planche à dessin. J'ai réfléchi, on s'est reparlé et ça l'a mené aux prochaines études là, dont je vais vous parler ce midi. Donc, c'est pour dire comment des opportunités, parfois, qu'on rencontre des gens, on discute, puis oups, ça nous amène ailleurs. Je n'aurais jamais pensé travailler sur ce sujet-là, mais vous allez voir où on en est. Donc, l'urine présente plusieurs avantages par rapport au sang. Donc, déjà, il y avait des avantages intéressants dans un cadre de programme de dépistage. Le premier, c'est que c'est vraiment sécuritaire. C'est plus sécuritaire faire un prélèvement d'urine. C'est très facile. La personne peut le faire elle-même et il n'y a pas de risque. Comparativement, par exemple, à une ponction veineuse, donc un prélèvement sanguin, où il y a quand même des risques associés au prélèvement. C'est aussi moins coûteux parce qu'un prélèvement d'urine n'exige pas une infirmière ou un technologue pour faire la ponction veineuse. Donc, déjà là, on rendait juste en tablant sur l'urine plutôt que le sang, on rendait tout ça plus efficace, plus abordable. Aussi, dans l'urine, le protéome est moins complexe, c'est-à-dire qu'il y a moins de cochonneries autour de notre acide méthylmalonique. C'est-à-dire, le sang, là, il y a des multiples protéines, des milliers de protéines, beaucoup de lipides, etc. Alors que dans l'urine, c'est plus pur, c'est plus facile, donc, sur le plan biochimique, de développer des techniques de dosage pour aller mesurer l'acide méthylmalonique. Donc, j'ai été voir dans la littérature si ça se faisait de mesurer l'acide méthylmalonique dans l'urine et j'ai trouvé à peu près 5 articles. Donc, il n'y en a vraiment pas beaucoup qui a été publié sur ce sujet-là. Mais l'article le plus ancien date de 1982. Donc, ça ne datait pas d'hier, l'idée d'utiliser l'urine pour diagnostiquer ou dépister la déficience en vitamine B12. Donc, Norman a proposé d'utiliser l'acide méthylmalonique urinaire, donc dans l'urine, exprimé comme un ratio sur la créatinine urinaire. Donc, pourquoi ça? C'est pour tenir compte de la dilution variable de l'urine. Donc, il peut y avoir une dilution qui diffère durant la journée. Donc, ça permettait de tenir compte de ça. Norman, en fait, supposait que l'effet de la fonction rénale qu'on voyait sur l'acide méthylmalonique sanguine, on la verrait moins sur l'urinaire parce que, dans le fond, vu qu'on l'exprime à un ratio plutôt qu'une concentration par volume. Donc, dans cette première petite étude-là, Norman a pris, je pense, 25 personnes qui avaient une déficience en vitamine B12 sévère, donc avérée, a fait le dosage du ratio acide méthylmalonique sur créatinine urinaire. Donc, ça a donné ça, a traité les gens, donc en leur offrant une supplémentation et a redosé quelques mois après le traitement. Puis, on voit très bien là, que pour tout le monde, ce ratio-là a diminué. Donc, lui avait proposé à ce moment-là que ceux qui ont des valeurs supérieures à 4,8, donc le ratio était supérieur à 4,8, marquait une déficience sévère en vitamine B12 sur la base de ces travaux.
Mais on avait encore un problème par rapport, même si on était plus abordable en utilisant un échantillon d'urine, on avait toujours la problématique de dire est-ce que nous avons, par rapport au dosage, j'entends. Parce que c'est encore la technique de GCMS pour le mesurer. Donc, en bout de ligne, ça coûtait encore 70 $ par échantillon au lieu de moins de 5 $ par échantillon d'urine. Puis en plus, il fallait doser la créatine. Donc, on n'était pas très avancé. Fait que le défi était de trouver une façon de mesurer l'acide méthylmalonique dans l'urine et la créatinine en même temps à faible coût. Sans ça, on ne voyait pas trop comment on pourrait développer un programme de dépistage. Et c'est là que Christiane a été instrumentale là, dans les travaux. C'est-à-dire que Christiane a développé une technique en UPLC-MSMS, donc qui est une technique de type multiplex qui peut doser multiples métabolites en même temps, donc où elle a été capable de doser la créatinine et l'acide méthylmalonique dans des échantillons d'urine de personnes âgées. Et tout ça en moins de 3 minutes par échantillon, la possibilité de faire 500 dosages par jour, et à moins de 10 $ par échantillon. Donc, je vous présente la grosse machine en question que Christiane utilise. Donc, on avait déjà devant nous la possibilité, là, en fait, d'avoir une technique qui était plus abordable, qui pourrait être plus performante que la B12 sérique, mais en tout cas, du moins, on avait réglé la question de financière. Et c'est une technique encore plus sécuritaire que la prise de sang de par la facilité de prendre des échantillons d'urine. Restait la performance et l'accessibilité à adresser de manière plus directe. Donc, si vous voulez des détails sur la technique du PLC-MSMS, ça a été publié l'année passée dans Bioanalysis Journal, en 2020. Et j'étais en fait co-premier auteur de ce papier-là parce que ce papier-là est en 2 parties. La première partie très biochimique où elle décrit la technique, une partie plus clinique où en fait on venait valider que les valeurs du PLC-MSMS étaient utiles sur le plan clinique. Et pour ce faire, on a pris les échantillons d'urine de 34 personnes âgées dont on connaissait les valeurs de B12 sérique, donc qui variaient de 56, soit très faible, à 1229, qui est très élevé. Donc, on avait toute l'étendue était représentée. Donc, Christiane a pris l'échantillon d'urine, a mesuré en UPLC-MSMS le ratio en question et on le fait mesurer aussi en GCMS par un autre laboratoire indépendant. Donc, la technique standard qui coûte cher. Donc, en GCMS, dans nos 34 échantillons, les ratios variaient de 0,53 à 42,5 avec une médiane à 1,23. En UPLC-MSMS, on avait sensiblement les mêmes chiffres, comme un petit peu plus bas. Et effectivement, quand on faisait l'analyse de Bland-Altman, qui est une technique statistique pour vérifier les écarts en correspondance absolue des valeurs, on voyait que l'UPLC-MSMS avait une différence systématique d'à peu près 9 par rapport au GCMS, donc 9 plus bas. Mais quand on faisait la correspondance absolue, vous le voyez, là, on avait une correspondance quasi parfaite, c'est-à-dire que quand on met en graphique les valeurs GCMS aux valeurs UPLC-MSMS, on arrive là, à une corrélation quasi parfaite. Donc, vraiment, la technique du PLC-MSMS se présentait vraiment comme prometteuse pour le dépistage. On a aussi vérifié dans nos 34 participants si la mesure du ratio corrélée avec l'acide méthylmalonique dans le sang, donc qui est le gold standard là, que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, on avait une corrélation quand même assez forte avec un coefficient de corrélation à 0,5, évidemment très significatif sur le plan statistique. Et c'était très similaire à une des rares études sur le sujet, là, qui est l'étude de Hill, publiée dans le Journal of Nutrition en 2013, qui avait eu un ratio, coefficient de corrélation de 0,59 chez les personnes âgées. Donc, on était très similaire, voire même meilleur, parce que moi, j'ai utilisé, là, si vous vous rappelez vos cours de statistique 101, j'ai utilisé une corrélation de Spearman qui est non paramétrique, donc mon résultat est beaucoup plus robuste, alors que Hill a pris une corrélation de Pearson qui est une méthode paramétrique. J'ai fait aussi la méthode paramétrique là, pour pouvoir me comparer. Et en fait, j'avais une corrélation encore plus forte, mais qui était évidemment tirée là, par les points les plus élevés de mes 34 participants. Donc, avec un R carré à 0,80, donc très élevé
pour l'association entre l'acide méthylmalonique dans le sang et celle qu'on retrouve dans l'urine. Et encore une fois, c'était cohérent avec une étude chinoise qui date de 2004, publiée en Nutrition, où on avait le même genre de relation, voire même la même pente. Là, donc, on était vraiment très similaires à leurs résultats. Donc, bref, la technique PSC-MSMS nous donne les mêmes résultats que le GCMS et on est très fortement corrélé avec les valeurs sanguines qui est considéré le gold standard. Donc, si on revient à nos conditions pour le dépistage, on a réglé vraiment la question de sécuritaire et abordable. Restait la performance et l'accessibilité. Et par rapport à l'accessibilité, en fait, on a eu l'idée suivante. Et là, ceux et celles qui ont eu des enfants, peut-être vous en souvenez, quand votre enfant est né, on vous a sans doute remis une trousse de dépistage sanguin et urinaire pour les maladies héréditaires. Donc, il y avait une prise de sang qui devait être faite là, avec un petit sur le talon. En fait, ce n'est même pas une prise de sang, mais c'est vraiment, on prenait le talon, on mettait le sang sur un papier filtre. Mais aussi il y avait un dépistage urinaire, dans le fond, où on vous demandait de prélever l'urine. Vous aviez ce formulaire-là à compléter et vous aviez un papier filtre qui vous était fourni, qu'on vous suggérait là, de saturer d'urine, faire sécher sur le comptoir et de retourner par la poste dans une enveloppe préaffranchie. Donc, ça, c'est le programme de dépistage québécois chez les nouveau-nés, pour les maladies héréditaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la personne qui coordonne le dépistage urinaire au Québec, c'est Christiane, donc ma collaboratrice depuis le début. Et ce que j'ai dit à Christiane, est-ce qu'on pourrait utiliser, nous aussi, ce papier buvard-là pour faire le dosage, parce que ça simplifierait beaucoup les choses et qu'on puisse utiliser le même principe, donc un envoi par la poste pour que ça soit acheminé à son laboratoire puis qu'elle puisse faire les dosages. Donc, il fallait adapter la fameuse technique du PLC-MSMS qui avait été créée sur de l'urine liquide pour l'adapter pour qu'on puisse faire les dosages sur papier filtre. Et ça, c'est une étude qu'on vient de terminer il y a à peine quelques semaines. On est en train de rédiger la publication scientifique là-dessus. Mais je vous explique ce qu'on a fait. En fait, on avait 107 échantillons d'urine dont les valeurs en UPLC-MSMS, donc sur l'échantillon liquide, variaient de 0,14 à 43. Donc, on avait vraiment, vraiment un large spectre de ratio d'acide méthylmalonique sur la créatinine. Et dans le fond, l'équipe de Christiane a adapté la technique sur papier filtre et on a pu voir, dans le fond, qu'on avait une corrélation quasi parfaite, là, une corrélation Spearman de 0,995. C'est un peu difficile de faire mieux. Donc, vous le voyez ici, les données sont très corrélées entre l'échantillon liquide et le papier filtre. On a aussi fait l'analyse de Blount-Altman qui permet de vérifier la correspondance absolue. Donc, la corrélation vérifie la correspondance relative, donc la capacité de classer dans le même ordre les participants ou les patients, mais l'analyse de Blount-Altman nous dit la correspondance absolue, est-ce qu'on arrive au même chiffre exactement. Donc, ce qu'on voit, c'est que quand on le fait sur papier filtre, les chiffres sont encore un petit peu plus bas, donc on baisse tout le temps. Mais la différence est vraiment mineure, donc on parle de moins 1,67 % en moyenne, donc c'est vraiment une différence qui est très, très, très faible. Donc, là, on avait, en fait, le prochain projet par rapport à ça, c'est on veut développer une trousse pour la collecte d'urine à domicile sur papier buvard pour les aînés, donc une trousse adaptée. La trousse qui est utilisée actuellement pour les bébés, c'est assez facile parce que c'est dans la couche, mais bon, chez les aînés, on est dans un autre contexte, on est chez des adultes. Donc, on est en train de préparer un dépliant avec des illustrations, un petit trousse qui va inclure un papier buvard puis une enveloppe retour aussi pour que les gens puissent le faire. Fait que dans le fond, l'idée, c'est qu'ils pourront uriner dans un plat propre, imbiber le papier filtre d'urine, le faire sécher, le glisser dans l'enveloppe et simplement l'envoyer au laboratoire de Christiane. Puis ça sera un peu le setup qui ferait qu'on pourrait rendre, en fait, le dépistage très accessible, donc qui pourrait être très accessible peu importe où on se trouve au Québec, à partir du moment où on a accès à une boîte aux lettres. Restait la question de la performance du test. Donc, on se doutait quand même que, comme la corrélation était forte avec l'acide méthylmalonique sérique, donc dans le sang, on serait quand même performant sur le plan clinique. Donc, c'est des travaux qui sont en cours. Je vous présente les résultats préliminaires de ces travaux-là, mais ça va être complété là, dans les prochains mois.
Dans le fond, dans la littérature, il y a trois seuils qui nous est suggéré pour interpréter le ratio acide méthylmalonique créatinine dans l'urine. Le premier seuil, c'est 4,8, puis correspondrait en fait à des valeurs d'acide méthylmalonique dans le sang au-dessus de 750. Là, on est vraiment dans des cas de déficience en vitamine B12 sévère, très avérés, très caractéristiques. On a aussi le ratio de 2 et de 1,5 qui nous est présenté. Dans les deux cas, c'est pour faire des acides méthylmaloniques dans le sang au-dessus de 400 ou au-dessus de 300. 300, c'est comme la valeur seuil suggérée pour l'adulte en général. 400, c'est chez les personnes âgées en particulier. Et si on mesure la spécificité et la sensibilité de ces trois cut-off-là dans nos échantillons qu'on avait jusqu'à maintenant, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, une très belle sensibilité, spécificité du test en UPLC, MSMS, là, toujours, pour détecter les cas sévères. Également, une très forte spécificité, quand même une bonne sensibilité pour repérer les cas légers à modérés chez les aînés. Mais si on applique chez les aînés le seuil qu'on doit prendre chez les adultes en général, là, les performances sont beaucoup trop faibles pour une application clinique. Donc, à partir de ces données-là, on voit déjà que le ratio de 2 nous permettrait de détecter probablement les cas à un stade précoce. Ce qu'on a fait par la suite, c'est qu'on a fait une étude populationnelle chez les aînés du Québec, donc en utilisant les banques nuages. Donc, je vais vous décrire un peu. Donc, le but était d'examiner la distribution des valeurs du ratio d'acide méthylmalonique créatinine et même la prévalence de cette déficience-là en vitamine B12 dans une population aînée dite en santé et examiner les déterminants de ce ratio-là chez les aînés, notamment la fonction rénale qu'on ne sait pas trop quel impact elle peut avoir sur le ratio. Donc, nos données, c'était les banques nuages. C'est une banque de recherche que je dirige maintenant depuis près de 4 ans. Cette banque de recherche-là inclut les données et les échantillons biologiques de 1753 personnes âgées qui étaient âgées de 67 à 84 ans à l'entrée dans le corps, puis qui habitaient les régions de Laval, Montréal et Sherbrooke. C'était des gens globalement en santé, là, qui n'avaient pas de maladies majeures, pas de problèmes de santé importants, une très belle autonomie fonctionnelle, et ils ont été suivis pendant 4 ans, donc des années qu'on appelle T1, T2, T3 et T4. Et dans les faits, on avait des échantillons d'urine à partir du temps 2, donc dans les 3 suivis. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a dosé tous les échantillons d'urine qu'on avait dans la biobanque pour les participants à chaque temps de mesure. Ça nous a permis de faire 3298 échantillons de mesure par UPLC MSMS dans les échantillons d'urine. On avait une très grande étendue de valeur, donc de 0,10 à 47,6 au niveau des ratios, une moyenne géométrique à 1,3. Donc, j'ai utilisé ici la moyenne géométrique parce que les données, quand on fait le graphique de distribution, ils ont une très forte asymétrie vers la droite, mais qui répond super bien à une transformation logarithmique. Comme vous le voyez, on a une belle distribution normale. Donc, quand on l'exprime en fonction d'un log base 10. Donc, à ce moment-là, c'est une moyenne géométrique, contrairement à une moyenne arithmétique. Donc, c'est 1,23 qu'on avait. Et on a calculé les prévalences dans notre population, donc des prévalences pondérées là, pour tenir compte de la représentation du sexe et des groupes d'âge dans la population au Québec, en fonction des 3 cas-là. Si on regarde au niveau de la déficience sévère, on a quand même trouvé là, de 1 à 1,3 % de cas de déficience sévère dans cette cohorte-là, ce qui est quand même étonnant parce que c'est une cohorte vraiment en santé. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même 1 % des personnes aînées supposément très en santé qui se promènent avec une déficience en vitamine B12 sévère. Le seuil de 2 nous emmenait à des prévalences qui variaient là, de 11 à 15 %. Donc, on est vraiment dans les chiffres qu'on voyait là, quand je vous ai présenté au départ, là, les chiffres populationnels qu'on retrouve aux États-Unis notamment. Et si on prend le cut-off de 1, qui était peut-être moins pertinent, comme on voyait tout à l'heure, on arrive avec des chiffres vraiment très élevés qui ne sont peut-être pas
cohérent avec la littérature actuelle. Donc, ça semble encore une fois le seuil de 2 qui semble le plus intéressant pour le dépistage. Et là, peut-être vous avez remarqué qu'avec le temps, donc en fonction des temps de mesure, les prévalences diminuent. C'est ce qu'on appelle en épidémiologie un billet de survie, c'est-à-dire que plus le temps passe dans une cohorte, plus les gens plus malades quittent. Ceux qui restent, c'est ceux qui sont les plus en santé. Donc, ça crée des fois ce genre d'effet-là qu'on appelle un billet de survie. Une autre façon d'aller cibler le seuil qui pourrait être pertinent, c'est d'utiliser le 95e percentile. Donc, dans le fond, pour le ratio acide méthylmalonique, on n'a pas de limite normale inférieure, c'est 0. Fait qu'il n'y a pas vraiment de limite. Donc, on n'a qu'une limite supérieure qu'on fixe par convention au 95 percentile. Donc, on a été voir dans notre population, qu'est-ce que ça donnait si on recherchait ça en termes de seuil. Donc, dans le fond, dans le nuage, on a choisi que ceux qui avaient des valeurs de vitamine B12, donc dans le sang, supérieures à 258. Donc, dans le fond, c'est un des seuils les plus élevés dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans la présentation. Et en fait, les valeurs plus élevées que 258 picomol, les gens qui présentent des valeurs plus élevées, c'est rare qu'ils ont des déficiences. Ça peut arriver, ce n'est pas exclu, mais c'est quand même rare. Donc, pour s'assurer qu'on n'ait pas de cas de déficience, on a refait la distribution avec juste ceux qu'au niveau de la vitamine B12, on ne suspecte pas vraiment de déficience. Encore une fois, on retrouve notre belle distribution normale après transformation logarithmique. Et quand on calcule le 95 percentile, on est à 2,14, donc vraiment très proche là, du fabuleux 2 qu'on voyait. Fait que jusqu'à maintenant, nos analyses nous pointent vraiment que le 2, la valeur de 2, serait le seuil le plus intéressant. Et là, on a commencé des analyses dites des régressions multiniveaux, donc pour voir quels sont les déterminants du ratio MMA-créatinine chez nos aînés dans la cohorte nuage. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'effectivement, la B12 sérique, donc la quantité de B12 est un déterminant important, si on se fait attendu, mais aussi la fonction rénale, finalement, qui est un déterminant significatif là, de la valeur. Donc, ce serait faux de croire que la fonction rénale n'est pas un déterminant important. Et on a aussi un effet du sexe, donc les valeurs ont tendance à être plus élevées chez les femmes que chez les hommes et un effet d'âge. Donc, à partir de ces premiers résultats préliminaires là, de la régression multiniveau, on peut déjà commencer à penser que peut-être qu'il y aurait lieu d'avoir des seuils qui diffèrent selon la fonction rénale et aussi selon le sexe. Donc, il faudra probablement explorer ça pour améliorer ou optimiser la performance du test. Donc, la suite par rapport à cet aspect-là, bien évidemment, on veut poursuivre les travaux dans la cohorte nuage que je viens de vous décrire. Là, on va finaliser ça au cours des prochains mois pour publier. Mais on veut aussi aller vérifier si ce fameux ratio-là, est-ce qu'il est associé à des outcomes cliniques? Et notamment dans le nuage, on a des mesures d'équilibre unipodal. Donc, si vous vous rappelez, je vous ai dit qu'un des problèmes, c'est les neuropathies périphériques qui notamment affectent l'équilibre. Donc, on veut voir s'il y a un lien. Puis, je peux vous dire déjà en analyse préliminaire qu'il y a une association, il y a une tendance assez forte. Donc, on va finaliser les modèles statistiques par rapport à ça aussi dans les prochains mois, la prochaine année. Et l'autre aspect, c'est qu'il faut vraiment aller faire des essais cliniques aussi. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on recrute des personnes âgées puis qu'on les traite avec une supplémentation et qu'on voit s'il y a un bénéfice clinique ou un bénéfice perçu de traiter les gens à partir du seuil de 2. Donc, peut-être que le seuil où ça devient bénéfique de traiter sera 2,5 ou 2,7. Parce que sinon, s'il n'y a pas d'intérêt à traiter, il faut qu'il y ait vraiment un bénéfice qui soit mesurable et qui soit à la fois par la perception du patient lui-même, mais aussi d'un point de vue clinique. Donc, il y aura un essai clinique pilote là, qui va se mettre en place et éventuellement un essai clinique d'envergure qu'on va chercher à financer dans les prochaines années là-dessus. Donc, au niveau des conditions du test de dépistage, bien, on travaille sur la performance puis nos résultats jusqu'à maintenant sont très prometteurs à cet égard. Donc, nos conclusions jusqu'à maintenant, c'est que vraiment le ratio acide méthylmalonique créatinine urinaire mesuré par UPLC, MSMS et sur papier buvard, bien, ça pourrait vraiment être une méthode là, valide, pratique, accessible, rapide, pas chère pour imaginer un programme de dépistage de la déficience en vitamine B12.
par rapport au seuil à partir de lequel on devrait signaler à la personne qu'elle doit commencer à prendre un traitement, bien, tout indique que le ratio autour de 2 serait le ratio le plus pertinent pour détecter les cas de léger à sévère. On avait une très forte spécificité et une bonne sensibilité dans notre échantillon de 34 personnes. Le 95e percentile est assez proche du 2 aussi dans un échantillon qui est population-based. Et on avait une prévalence qui était tout à fait cohérente avec les résultats dans la littérature. Donc, je ne sais pas si je vous ai convaincu s'il fallait dépister ou pas dépister, mais en tout cas, c'est là où on en est. Et je vous avais dit au départ qu'on avait deux questions, que j'avais deux questions qui me surlupinaient comme chercheur. Puis la deuxième était, est-ce que les recommandations nutritionnelles actuelles sont adéquates pour la prévention de la déficience en vitamine B12? Donc, juste pour sustenter un peu mes collègues nutritionnistes qui sont parmi l'auditoire ce midi, je vais vous présenter rapidement des résultats d'une étude qu'on a fait donc, dans le cadre de Nuage. Donc, dans Nuage, on a les vitamines B12 totales pour l'ensemble de la cohorte. Donc, on a identifié ceux qui avaient une valeur inférieure à 221, puis une valeur inférieure à 185. Là, 221, c'est le seuil suggéré par l'OMS. Et le 185, c'est le seuil qui est utilisé dans la Framingham Study aux États-Unis à laquelle on voulait se comparer. On a dans Nuage les apports en vitamine B12 là, de tous nos participants qui ont été mesurés annuellement. On a divisé ces apports-là en quintiles, donc en 5 groupes relativement égaux. Donc, le premier groupe, qui était ceux qui avaient des apports plus faibles, avait des apports moyens à 1,6 microgrammes et le 5e groupe, des apports moyens à 7,36 microgrammes. Et si vous regardez à partir du quintile 4, dans les deux cas, donc peu importe comment on a défini la déficience, on voit qu'il y a une diminution du risque qui est significative de présenter une déficience. Et même dans le quintile 5, là, on est dans une diminution de 50% du risque de présenter une déficience. Et dans les deux cas, le P4TRAN était fortement significatif, disant qu'effectivement, on a un effet qui est dose-dépendant. Donc, plus les apports augmentent, plus le risque diminue d'avoir une déficience. Donc, ce qui est intéressant ici de noter, c'est que le quintile 4, c'est des apports supérieurs à 3,6 microgrammes. Donc, alors que la recommandation est 2,4. Donc, c'est très accessible par la base de l'alimentation. Et dans cette étude-là, les données que je vous présente, c'est toutes des gens qui ne prennent pas de suppléments et qui consomment à peu près pas d'aliments enrichis. Donc, c'est vraiment que par l'alimentation. Donc, c'est un peu faux de dire que l'alimentation ne peut pas prévenir la déficience en vitamine B12. Nos données le démontrent super bien. Donc, c'est un papier là, qui est en préparation, qui a été réalisé là, par mon étudiante à la maîtrise, Hélène Noir. Donc, je termine là-dessus. Ça laisse un bon 10 minutes pour des questions, mais je veux juste remercier Christiane Auré-Blais. Évidemment, sans elle, je n'aurais pas pu travailler là-dessus. Alan Cohen, qui a collaboré aussi, et toute mon équipe, là, Valérie, Hélène, David, Aline, Afiwa. Sans vous, je n'avancerais pas dans tout ça. Fait que je vous remercie infiniment pour votre aide et votre contribution aux travaux du laboratoire. C'est ce qui terminerait ma présentation. Merci beaucoup, Dr. Press, pour cette excellente présentation et une présentation sur un sujet très important qui nécessite effectivement une explication de la part d'une experte. Passons maintenant aux questions. Donc, veuillez lever la main pour poser une question ou vous pouvez écrire les questions dans le chat et je vais les lire. Je vais ouvrir cette partie des questions. Donc, pour la nourriture végétarienne, est-il important d'utiliser des sources externes de vitamine B12? Oui, c'est sûr, parce que c'est vraiment la source la plus importante. Donc, de vitamine B12 au niveau alimentaire, c'est vraiment les aliments d'origine animale. Donc, c'est sûr que quand on est végétarien, là, ça dépend. Si on est végétarien et qu'on prend des produits laitiers, ça peut être tout à fait correct. Ça dépend du type. Il y a des végétariens qui consomment des poissons notamment et des produits laitiers. Donc, dans ce cas-là, je pense que c'est beaucoup moins pertinent d'aller vers des sources externes. Sinon, il faut aller vers les végétaliens ou végétariens purs. Il faut aller vers des levures alimentaires notamment, donc qui sont riches en vitamine B12. Sinon, vers des suppléments donc pour compenser l'apport de vitamine B12.
Merci. En fait, nous avons encore une question dans le chat. Euh, Aline Boldouk, elle demande, est-ce que vous pensez qu'il serait pertinent de recommander une supplémentation en vitamine B12 à toutes les personnes âgées, comme la vitamine B12 à partir de 50 ans et plus? Euh, Ce serait tentant de le faire, je pense, parce que dans le fond, on pourrait tout simplement changer la recommandation pour dire, ben, en recommandant aux personnes âgées de prendre la vitamine B12. J'ai deux nuances par rapport à ça. La première, c'est qu'on sait que ce genre de recommandation-là de santé publique ne fonctionne pas très bien. Si on prend l'exemple sur la vitamine D, par exemple, actuellement, la recommandation de Santé Canada, c'est que tout le monde prenne, durant les mois d'hiver, un minimum de 400 unités internationales de vitamine D par jour. Mais dans la population générale, très peu de gens le font. Par eux-mêmes, c'est-à-dire de les acheter des suppléments en vente libre, etc. Donc, c'est vraiment pas une recommandation que les gens appliquent de manière très large, même pour l'acide folique chez les femmes en âge de procréer pour prévenir les malformations du tube neural. C'est aussi, c'est mieux fait que pour la vitamine D, mais il y a encore beaucoup de personnes qui ne le font pas. Donc, c'est pas ça ne fonctionne pas très bien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que chez les personnes âgées, de manière générale, on tente également, bon, je suis désolée, mon téléphone, mais on tente également chez les personnes âgées, de manière générale, de diminuer, en fait, la quantité de pilules ou de comprimés qu'ils peuvent prendre dans une journée. C'est vraiment une tendance forte chez les personnes âgées. Donc, d'aller rajouter cette pilule-là, je ne suis pas sûre que c'est intéressant. Je pense qu'au niveau de la prévention, les données qu'on a jusqu'à maintenant montrent qu'on peut vraiment le faire par une alimentation. Puis en particulier, je n'ai pas insisté sur cet aspect-là, mais on a été voir aussi dans les groupes d'aliments spécifiques, puis on voyait que c'est vraiment les produits laitiers étaient particulièrement efficaces pour la prévention de la vitamine B12, beaucoup plus que les viandes, volailles, poissons, puis même les œufs qui n'étaient même pas du tout efficaces. Donc, on avait vraiment une tendance assez forte là, que les gens qui consomment régulièrement des produits laitiers, donc sur une base quotidienne, avaient des diminutions très importantes de leur risque de déficience en vitamine B12. Donc, l'alimentation semble être vraiment plus intéressante comme moyen que la supplémentation et plus naturelle, entre guillemets, sans augmenter la polymédication. Donc, je ne sais pas si, Aline, ça répond à ta question, mais ça serait mes réserves par rapport à ce type de recommandation-là. Merci beaucoup. Encore une question. Donc, Marie-Claude Alain demande à quel moment croyez-vous être en mesure de déployer le programme de dépistage? Et ça, c'est la question à 50$. J'aimerais ça le plus tôt possible, mais encore, il y a beaucoup d'études cliniques à faire avant, donc c'est sûrement pas avant quelques années. Donc, il y a beaucoup de travaux à faire en amont, mais des fois, les choses vont plus vite. Ça dépend si j'arrive à obtenir le financement de la recherche rapidement ou pas. Donc, c'est très difficile de répondre, malheureusement. D'accord. Encore une question. Jessica Marchand demande, est-ce que le fait de varier les sources de B12, par exemple varier lait de vache et boissons enrichies, est-ce que ça peut aider à augmenter l'absorption, selon vous, en contexte de population âgée, par exemple? Je n'ai pas compris le début de la question. Est-ce que tu peux la... Est-ce que le fait de varier les sources de B12, donc par exemple, donc le lait de vache ou boissons enrichies, est-ce que ça pourrait aider à augmenter l'absorption du B12 selon vous? Bien, dans le fond, si on pense du point de vue alimentaire spécifiquement, c'est vraiment les produits laitiers qui semblent sortir le plus fort, donc contribuer le plus à la prévention, beaucoup plus que les viandes. Donc, au niveau alimentaire, je n'irais pas tant sur la variété, mais je focuserais plus sur les produits laitiers, en tout cas à la lumière des résultats de nos travaux. Pour ce qui est des aliments enrichis, mais outre les boissons de soya puis les produits de simili-viande qui ne sont quand même pas de consommation très courante, boissons de soya de plus en plus, mais surtout à l'époque de nuages, là, on parle de 2004-2008, ce n'étaient pas des aliments qui étaient très populaires. Donc, on a très peu de gens qui en prenaient. Donc, je ne peux pas répondre à ça de manière, en tout cas pas avec des données, je ne peux pas être evidence-based là-dessus. Mais ce qu'on dit dans la littérature ou ce qu'on voit dans les résultats de recherche, c'est vraiment que les sources enrichies seraient super bien absorbées, mieux, sinon au moins égales que celles dans les produits laitiers.
Merci. Encore une question, mais déjà plus clinique. Catherine Catford demande, en contexte hospitalier, croyez-vous que nous devons toujours doser la B12 sérique et diviser un taux de 250? Bonne question, encore une fois. En fait, si je vais répondre en deux temps. Si je me fie aux données de prévalence chez les personnes âgées, donc je parle vraiment là, au niveau des aînés hospitalisés, ben, on est autour de 35-40 41 42 de prévalence. Donc, effectivement, s'il y a un dosage systématique de la vitamine B12 sérique chez ces patients-là, c'est sûr que vous allez dépister des cas. À savoir quel seuil on doit prendre, ça, c'est toujours matière à discussion, puis il n'y a pas de consensus. En fait, ce que la littérature nous dit dans un contexte clinique, c'est que quand on a une valeur inférieure à 148, on traite. C'est la grande majorité des gens, 75-80 de ces gens-là ont vraiment une déficience avérée. Donc, en bas de 148, on traite. Entre 148 et 221, même 258, c'est comme une zone grise. Il y a peut-être un 30 qui ont des déficiences en B12, puis un 70 qui n'en ont pas. Donc, ce qui est plus intéressant dans ce moment-là, c'est de comparer avec de regarder s'il y a des symptômes cliniques. Donc, si la personne a une valeur entre 148, 221, 250, quelque chose comme ça, bien, et qu'elle a des symptômes cliniques qui suggèrent une déficience en vitamine B12, donc des troubles neurologiques, une anémie, des troubles digestifs, etc. Donc, si on a des symptômes qui sont compatibles et qu'on n'a pas d'autres raisons pour les expliquer, bien là, ça peut devenir intéressant de supplémenter puis de suivre le patient pour voir si effectivement il y a une réponse, donc une réponse clinique, donc une amélioration des symptômes. Fait que dans la zone grise, c'est ce que je ferais. Puis au-dessus de 258, c'est rare que les gens ont des déficiences. Merci. Et probablement, on va prendre la dernière question. Une question encore clinique. Donc, Anne Delaurière demande, qu'en est-il de la prévalence de la carence en B12 chez les gens prenant des antiacides ou inhibiteurs d'acidité gastrique à long terme? OK. Ben, en fait, c'est intéressant votre question parce il existe deux sortes de médicaments qui peuvent affecter l'absorption de la B12. Le premier, le plus connu et celui qui a le plus d'impact, c'est la metformine, donc qui est un hypoglycémiant oral de première ligne pour le traitement du diabète de type 2. Et ça, on sait que les gens sous metformine, après environ un an, là, il y a un effondrement de la B12 sérique. Mais on ne sait pas trop si ça a réellement un impact là, au niveau fonctionnel. Mais c'est devenu assez courant maintenant que les gens sous metformine, on fait un suivi de la B12 et on traite. Par rapport aux inhibiteurs de la pompe à protons, donc qui sont probablement le médicament le plus efficace pour, en fait, vraiment stopper la sécrétion d'acidité gastrique, les résultats de recherche ne sont vraiment pas clairs. Parfois, on voit un effet, parfois, on n'en voit pas. Moi, j'ai mené une étude où je n'ai pas réussi à mettre en évidence d'effet, puis une autre étude où j'en ai un, mais qui est vraiment faible. Donc, ce n'est pas si clair que les inhibiteurs de la pompe à protons ont des effets très forts. Pour ce qui est des types antiacides de type pepto-bismol ou comprimés, etc., ça n'a pas vraiment d'effet sur la vitamine B12. Puis les antiacides, qui sont des antagonistes des récepteurs H2 de l'histamine, là aussi, il n'y a pas un effet suffisamment fort pour vraiment entraver l'absorption de manière sévère. Donc, ce serait peut-être plus les IPP, mais il faudrait que ça soit une dose quand même assez forte et prise sur une base quotidienne pendant au moins un an pour réellement avoir un effet. Merci beaucoup. En fait, nous avons encore des questions, donc nous pouvons prendre encore 2 minutes. On peut prendre encore une question. Jérôme Imbo demande, savez-vous si la valeur sérique de vitamine B12 peut être affectée par certains facteurs, par exemple l'inflammation contre l'albumine? Non, pas l'inflammation, mais oui, il y a des facteurs qui peuvent influencer la valeur. Probablement qu'une des plus importantes, c'est les maladies hépatiques. Donc, dans le fond, d'avoir une maladie hépatique, parce que le siège des réserves de vitamine B12 dans l'organisme, c'est le foie. Quand on a des maladies hépatiques, il y a comme un release là, en fait, de vitamine B12 dans la circulation sanguine qui va élever les valeurs. Donc, quand il y a des maladies hépatiques, les valeurs de B12 sont moins intéressantes. La fonction rénale aussi, jusqu'à un certain point, va avoir tendance à augmenter les valeurs. Donc, ça peut être
de bédose inactive notamment. Donc, ça peut rendre le diagnostic de cas légers plus difficile quand il y a de l'insuffisance rénale sévère et quand il y a des maladies hépatiques. Merci beaucoup. Donc, malheureusement, le temps est passé très vite. Donc, merci beaucoup encore à tous les participants. Nous vous rappelons que la présentation d'aujourd'hui a été enregistrée et sera disponible en ligne sur la chaîne YouTube du CIARUGM et vous pouvez trouver les liens sur le chat. Donc, merci encore, Dr. Press, pour cette présentation magnifique et on espère que cette présentation va changer l'approche et les connaissances. J'espère aussi. Merci tout le monde d'avoir été là ce midi. Vous étiez nombreux, c'est le fun. Oui, on a eu vraiment un grand nombre de participants. Donc, merci beaucoup et bonne journée. Merci.